bonsoir à tous, bienvenue à une nouvelle édition de C'est comment. Nous sommes le 10e jour de la semaine, on passe depuis lundi des moments agréables à chaque fois qu'on lance l'émission et qu'on la termine, c'est des moments agréables qu'on vient de vivre, pas un seul mais des moments, parce que vous le savez, nous sommes plusieurs à se retrouver avec vous tous les soirs, 17h, puisque c'est la nouvelle heure, 17h, donc top pile, vous nous retrouvez devant votre petit écran, mais aussi à travers votre téléphone portable, sur notre page Facebook en direct, vous pouvez nous avoir. Sincèrement, merci d'être toujours au rendez-vous. Et vous allez voir, il y a des surprises ce soir. Et je vais commencer par dire bonsoir à Pani. Bonsoir Pani. Ah, elle est en plein dans son show. Oh là là. Happy, on est happy ce soir. Oui, chers téléspectateurs, mais j'ai envie de vous dire quelque chose. Votre bonheur commence maintenant, à cet instant précis, parce que dites-vous bien que nous mettons de l'énergie à rendre votre présent plaisant. Bienvenue sur le plateau de C'est comment, ici. Yes, ça nous permet d'accueillir comme il se doit notre surprise de ce soir. On l'appelle Cabrel Nandji. C'est bon. Cabrel! We love you, Cabrel! Écoutez, vous allez vous crier, vous dansez, vous jubilez, les gars sont en train de sortir les machettes en Nebel. C'est pas possible. On dit que la vie c'est un tour, le secret sur une place, la vie c'est Saint-Dior, le traitement coûte cher. Une femme comme un petit ma bouche ne porte pas les chaussettes. Il est hors de question que je prends la moto, je suis en train de me rendre à CCC, au niveau de Nebel. Les petits me bloquent. Tu vois, le gars n'a même pas 14 ans, mais le gars te sort la machette. C'est pas possible. Comment tu as fait? La machette était tranchante comme le make-up de Shakira. C'était la machette. J'ai eu peur. Cabrel. Oh non, on ne vit pas deux fois, maman, c'est comment? On est là. On a voulu te Comme faire je suis le coup. là, merci à Dieu. Parce que c'est passé. Ouais. Dieu merci. Amen. On est de tout cœur avec toi. Je suis avec vous, tu vois que ce qu'un Nebel là ne vous concerne pas. Si, ça nous concerne. Si. Tu peux avoir un cousin qui arrive là-bas. Et on va en parler tout à l'heure de la délinquance et de la violence. Peut-être pas spécialement ce qui s'est passé à Newbel, mais on va en parler. Merci Cabrel d'être là ce soir. Ouais. C'est comment? On est là. Ça va ici. Oh. En tout cas, Cabrel est notre invité spécial. Pendant plusieurs jours, il sera avec nous. C'est notre spécial de tous les soirs. Et ça nous permet de dire bonsoir à Dio qui est là. Ça va, Dio? Bonsoir à tout le monde. Le programme aura une physionomie particulière aujourd'hui avec Cabrel sur le plateau. Donc on est en Afrique du Sud. On est en Afrique du Sud. On a l'Afrique du Sud. Ça va être vraiment cette touche chaud. ethnique, afro. Ah, c'est bien, hein. Tout le monde s'y met là, c'est tant mieux. Voilà, mais bonsoir. Il arrive Callaghan dans un instant, je sais, vous êtes déjà en train de dire, mais il est où? Qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qui se passe? Il arrive et vous savez que bientôt il s'envole, et depuis qu'il sait qu'il s'envole, je ne continue plus. DJ Eto n'est pas là ce soir et on est de tout cœur aussi avec lui parce qu'il a perdu sa grand-mère et depuis donc ce sont les préparatifs, donc on est de tout cœur également avec lui et on est de tout cœur avec tous ceux qui ont perdu quelqu'un parce que ça arrive tous les jours à plusieurs familles à la fois. DJ Eto n'est pas là? Ben, il n'y a pas DJ Collins, voilà, ça nous permet de partir directement à l'actu. Vous êtes d'accord là-bas? Non, ils ne sont pas d'accord. Ils veulent d'abord quoi? Un jingle? D'accord, bon, d'accord, un jingle. Voilà, pour mettre les choses en place, on aura les yeux de Pani ce soir, comme d'habitude. On aura notre invité qui nous attend déjà, elle est à la salle d'attente. Et puis, on aura notre thème central. Et comme on l'a dit tout à l'heure en début, on parle de délinquance. Votre enfant adolescent entre dans la délinquance et la violence. Comment réagissez-vous? C'est la question que nous nous posons ce soir. Allez sur notre page Facebook si jamais vous avez votre avis sur la question. Nous, ce qu'on va faire, c'est d'échanger ici et de partager vos avis également ici, puis on aura l'occasion d'avoir quelques personnes ressources qui vont nous donner vraiment des avis avec beaucoup plus de connaissances des fois que nous, donc n'hésitez pas à aller sur notre page tout de suite, et si jamais vous avez envie de nous envoyer une vidéo avec des coucous, voilà le numéro qui s'affiche au bas du petit écran, vous pouvez le faire. N'oubliez pas que vous pouvez regarder notre émission tous les soirs sur notre page Facebook, celle de Canal 2 International, voilà, et puis après vous retrouvez sur la chaîne YouTube de Canal 2 toutes les émissions que vous avez ratées.
À ce soir, en tout cas pour celle-ci, pour ceux qui ne peuvent pas nous suivre jusqu'à la fin. On va tout de suite retrouver l'actu de ce soir. On va commencer l'actu avec ce super prix. C'est le Grand Prix SACEM, un des Grands Prix SACEM 2019. Il s'appelle Blik Bassi. Ah oui, il est camerounais. Dans la catégorie musique du monde, il remporte donc ce sacre et on est très heureux pour lui. Le Grand Prix SACEM est un prix décerné chaque année par la SACEM aux artisans de la musique. La SACEM donc honore ces artistes et on peut voir une petite vidéo où elle les honore bien puisque ça sera le 2 décembre, hein, la cérémonie qui va permettre d'avoir... C'est la SACEM, l'organisation de gestion de droits d'auteur à l'échelle du monde. Oui. Oui, on peut dire plus ou moins, oui. Et oui, Blik Bassi, le exactement. Camerounais. Oui, dans cette catégorie-là, c'est lui. On a une autre catégorie, par exemple, musique urbaine qui m'a intéressé, où on a Oxmo Puccini, qui a été donc un des lauréats. Et puis on a Alain Souchon, qui est le grand prix spécial de la SACEM de cette année. Wow. Voilà, donc on est très heureux. Et Blik Bassi qui sera là dans quelques jours. Il est déjà là, Vanny? Non, pas encore. Je pense dans quelques jours. Dans quelques jours, il sera là parce que il arrive aujourd'hui, donc peut-être ils arrivent ensemble, je sais pas. Voilà, donc il arrive dans quelques jours parce qu'au Gigi Quest, il va avoir une discussion, un échange sur les droits d'auteur de la musique. Donc on aura l'occasion d'en parler avec lui. Et puis, vous le savez, il y a eu une rue baptisée Françoise Phonig. La célébration officielle a eu lieu la semaine dernière avec la pose d'une stèle en son hommage. Et déjà, celle-ci, on parle de la stèle, a subi les affres du vandalisme. C'est vraiment dommage. Qu'après, tu en as entendu parler de ce qui s'est passé. Hein, on a détruit la stèle de Françoise Phonig. Même si on est fâché, on ne sait pas pourquoi on arrive à détruire... une stèle qui honore une des Camerounaises ou un des Camerounais. Elle nous faisait beaucoup rire cette femme. Elle pense à elle, j'ai la nostalgie. Ouais. C'est dommage que... On peut comprendre quand même que des personnes ne veuillent pas, mais de la détruire quand même. il faut respecter ceux qui veulent bien qu'il y ait une stèle en même temps. Donc voilà quoi. La stèle a été détruite, vandalisée il y a quelques jours. Et puis Caresse Faute sont en spectacle les 7 et 8 novembre à l'IFC de Douala, ça se prépare. Oh, incroyable. Elle était déjà à Canal Matin ce matin, le spectacle. Bon, tout à l'heure, il y a une table ronde qui sera organisée en fait autour des femmes en milieu professionnel, l'évolution des femmes en milieu professionnel à l'IFC de Douala. De Douala, oui. On précise que les spectacles en fait seront vraiment la formule la plus géante de Caresse Photo. Donc soyez là, 7 et 8 à l'IFC de Douala. Annual Show Fashion Week, plus qu'un mois pour célébrer le mannequin noir et la couture africaine. Ce sera du 27 au 30 novembre. Et on a déjà voilà, la liste des couturiers qui seront là, les couturiers africains. Vous voyez, elle s'affiche sur le spot qui est diffusé depuis quelques jours. On n'oublie pas que la marraine de cette édition, c'est la 20e, c'est bien Madame Colette Chatuy. Et puis du nouveau, on l'avait annoncé déjà, Dabot Family. Ah, c'est le premier clip qu'on peut voir. Oui, Dabot Family. Le point levé. Oui. Le point levé. On de a beaucoup la la Akapoka. Je ne sais pas si ça Elle a fini d'interpréter, elle est forte en interprétation. Très forte. Ah, qu'on peut que l'interprétation, elle ne paye pas les factures. Elle m'avait cherché. C'est pas possible. Mais même là, c'est une reprise quand même un peu. Encore. Elle est toujours dans l'interprétation. Elle est toujours. On a vendu les trucs qu'elle interprète là. Interpréter sont fortes. Saute à pas alors. C'est comme si on les a bloqués. Ça viendra, je pense, avec Eva. Mais tu sais, les personnes peuvent chanter seulement, comme Céline Dion. Elle ne compose pas. Interpréter, ce que vous dites. Tu peux passer ta vie, ne faire que ça. Que ça. L'écran, alors tu donnes à Eva, elle chante aussi. Voilà. Joe, c'est écrit par contre. Mais ceci dit, elle a une belle plume aussi, parce qu'elle a des chansons à elle qui sont plutôt... Le jour où elle va laisser la plume, là, elle va faire le buzz comme Barak. Continuons. Voilà. Je t'attendais là. Punchline. Aïe. Quel punchline. Attention. Ça nous permet de nous retourner vers notre cher Joe, c'est plus sympa. Joe. On va accueillir notre invité. Oui, c'est une physionomie complètement différente. On a des punchlines toutes les secondes, donc chaque fois il faut rester attentif. À tout moment, Cabrel peut dégainer. Allez, on va recevoir notre invité. Oui, effectivement, mais attention, on ne reçoit notre invité
qu'après le le jingle. Oui, on va recevoir notre invité avec le concours exceptionnel de notre auteur, Colin Swanchamp, qui est financé par notre producteur. Écoute ça, Joseph Potso, son nom de producteur. Pourquoi je rigole? Qui a surtout un producteur, Emmanuel Châtelet, qui est également un producteur, qu'on appelle nommément le producteur du producteur du producteur, la hiérarchie suprême, qui est également marraine de la National 20, Madame Colin Châtelet. Bonsoir, madame. Voilà. C'est fait. On reçoit, waouh, Amanda Diawé. Je suis content. Je me souviens de l'avoir regardé à la télé, c'était à Canal Matin. Alors, Amanda, oui, comme toutes les jolies filles, tu es camerounaise. No offense for other nationalities. Et comme tous les Diawé qui sont perspicaces, tu es journaliste. Voilà. Amanda, c'est lourd à le porter. Mais en plus de t'appeler Amanda, tu t'appelles Diawé. Tu as connu une enfance calme et joviale et tes parents ont pris peur à l'âge de 9 ans parce que tu tombes amoureuse. On soupçonnait à l'époque ton voisin Dignité qui te draguait, mais non, tu tombes amoureuse du journalisme. Parce que grâce à ton papa ou au travers de ton illustre papa, la légende puisse Diawé, tu as été très tôt en contact avec le contexte journalistique, la recherche d'informations, l'investigation, les interviews, la rencontre des personnalités. À un âge où les autres filles découvrent les baisers, les caresses et les garçons, toi tu découvrais les baisers, les caresses et les garçons, en plus du journalisme. Donc, naturellement, pendant les vacances, en plus d'aller en boîte et comme toutes les filles, tu allais flirter avec le milieu du journalisme. Et à cette époque-là, tu te projettes déjà dans l'avenir et tu te vois illustre femme d'honneur, femme de poigne et journaliste. Voilà. Bon, un titre qui deviendra plus tard une émission sur une télévision. Sur une télévision. Sur LTM. Donc, sur LTM, oui. C'est une télévision. Mais c'est une télévision, non? Oui, je sais. Voilà, donc le texte est bien écrit. Oui. Pour faire correctement son travail. Voilà. Donc, oui. Alors, Amanda, tu te découvres au fil du temps une âme de combattante, parce que malheureusement en 97, tu vas être témoin de quelque chose d'affreux, l'arrestation de ton père. C'est le côté sombre du journalisme, quand tu es dévoué à la cause de la vérité. Et là, ce sont tes premiers combats sur lesquels tu t'engages, protester contre cette arrestation, qui pour toi est... Comment on dit ça? Non, on dit rien. On dit rien. Et après ça, le chemin de la vie va, plutôt au lieu de te détruire et te plonger dans la tristesse, va te construire comme une femme battante. Le départ de maman, et puis le départ de papa, et puis ta carrière à toi, puisqu'après, à côté d'être journaliste, tu as également été tu es une brillante animatrice qu'on a eu l'honneur d'avoir sur Canal 2, sur LTM. Après des études à Sudec, tu reviens en plus avec la casquette de productrice, avec la ferme ambition de réaliser en tout cas de cristalliser l'un des plus grands rêves de papa, de construire tout un empire médiatique avec le Free Media Group. Et c'est vraiment, c'est de bon augure qu'on t'accueille. La maman de Ketura et de Isra, qui sont des petits chéris qui nous regardent certainement. On va recevoir maman. Bienvenue, Amanda Diawé. Oh, Amanda Diawé est notre invitée. Elle est avec nous, Amanda Diawé. Bonsoir Amanda. Bonsoir. Oh. C'est comment? Ça va. Oh, Tu nous as pas fait ça quand même. Oh là, elle est tombée. Oh là là. Non mais en fait, elle ne savait pas que c'est comme ça. On va te traduire ça comme se ça, passe. discipline de la Il y bonne avait un humeur. rituel. Ah ben oui, c'est un rituel. Et pourtant, tu es en Afrique du Tu Sud, dois en le Afrique du souffler Sud aussi, comme hein. nous. Mais c'est vrai, on s'est passé le mot ou quoi? On est tous Non, c'est ça des esprits connectés. Oh là là. Voilà. Chacun une touchette. Écoute, regardez comment elle a un regard perçant. Qui? Tu sens qu'Amanda, c'est un être conçu les normes standards de la fécondation après accord parental sur la présence de Dieu spirituel, du journalisme et de la communication. Amen. Beauté héritée du père, C'est papa, grave. plus Ndiaoué. C'est bien. Voilà. Condition Nobel. Ça, c'est une demande de famille. Une demande. Ouais. Tu peux pas être belle beauté sans genre, sans Elle n'a pas donné la réponse, attention. Bah si, Oui, elle a elle a- répondu. oui, mais- C'est comment Amanda? On est là. Voilà. Il faut être attentif, Joe. Joe. Au début, elle a blagué un petit peu, mais J'ai la première question, non? Oui, Et quand j'ai la première question, tu prends ton temps. je savoure. C'est comme ça que je fais quand j'ai la première question. D'accord. C'est un peu chaud ici, hein. Ouais, c'est vrai. Ouais. Ah,
Voilà, voilà. Donc, c'est un peu triste, mais... Depuis le décès de ton père, M. Pisviaoué, et même avant, un peu avant, on n'avait plus beaucoup de nouvelles de toi. Comment tu vis cette disparition depuis? De mon père? Oui. Ça a été très difficile. Vraiment, vraiment, vraiment très difficile. Je sors de loin. C'est vrai que je ne suis pas quelqu'un qui me dévoile. Je ne me dévoile pas beaucoup. Je ne suis pas quelqu'un qui se lamente. Je me plains difficilement et Fanny peut savoir, je suis pas quelqu'un. Jamais trop forte. Mais bon, de dire que j'avais disparu un peu avant, oui, parce que de Canal 2 peut-être, oui, mais pas totalement. Je suis partie en France pour continuer les études, pour faire une formation en production et animation télévisuelle, parce que je pensais qu'à un moment donné, c'est bien d'être formé sur le tas, mais c'est encore mieux quand tu as une formation académique et pratique. Ça te rend performante et définitivement professionnelle. Donc c'est pour ça que je suis partie, et à peine un an après mon départ, effectivement mon père décède. Ça a été un coup de massue, parce que c'est la personne pour qui je faisais ce métier. C'est la personne, c'était mon modèle. Et je voulais l'éblouir, l'impressionner en fait. C'est à cause de lui, parce que il me trouvait pas très bonne, bizarrement. Il trouvait qu'il y avait toujours des choses à redire. Et effectivement, ce métier, je voulais prouver à mon père que j'étais capable aussi de faire quelque chose. Et quand il est parti, j'ai perdu toute envie, tout simplement. Ça m'a plus beaucoup intéressé de continuer, parce que j'avais plus personne à qui je... Oui, il n'y avait plus personne à épater en fait, en Voilà. réalité. Je me demandais qui je vais impressionner, qui je vais éblouir, qui va me dire... Parce qu'il m'avait jamais dit, je crois que c'était un peu avant qu'il décède, un peu avant que je ne parte, il a regardé à peine 2 émissions, il m'a dit, donc tu n'es pas mal, hein. Seulement ça, et pour moi c'était énorme, parce que c'était un perfectionniste, et je crois que c'est ce qu'il attendait de moi, donc ça a été très difficile. Très difficile. Très. Mais aujourd'hui? Aujourd'hui, j'essaye de revivre. J'ai compris définitivement qu'il n'est plus là. À un moment donné, et je m'étais dit, donner 10 ans. Oui. Et on atteint ces 10 ans. Je m'étais dit, le bilan 10 ans après, je vais essayer de me reconstruire. Je vais prendre de la distance, parce que vous savez très bien qu'il a laissé un héritage énorme, et il y avait beaucoup de choses à suivre. Il y avait la famille à porter sur mes épaules. J'ai été héritière de quelque chose qui était trop gros pour moi. Et il fallait que je puisse gérer ça et gérer ma carrière, le métier que j'avais embrassé, qui n'était pas forcément le journalisme de la presse écrite. Mais voilà, j'ai essayé de combiner les deux, mais pas. Je me suis concentrée sur cet héritage qui était important, qu'il fallait perdurer, et je pense que maintenant, 10 ans après, je pourrais faire le bilan, et à ce moment-là, je pense que j'ai assez pleuré, je me suis assez ressourcée. C'est vrai que ça ne finit jamais, on n'oublie pas les êtres qu'on aime, mais je pense que j'ai puisé, ma famille, mes enfants, j'ai trouvé des forces ailleurs pour pouvoir rebondir. Je suis présente maintenant. Et elle est là maintenant, notre chère Amanda. Cabrel, tu as une question? Amanda? Oui. Amanda, chez nous, les banques, quand le gorille voit ton allure avant de t'effrayer. Sachant que ton père n'était pas n'importe qui. Parce que quand tu écoutes d'abord le nom, ça pèse, non? Oui. Je veux savoir si c'est difficile de porter le nom Ndiaye. Y a-t-il des avantages? Il y a des avantages quand tu as le nom là. Des avantages, je dirais oui. Honnêtement, oui. Ah bon? Quel genre? C'est pas énorme des avantages, parce que tout de suite on te prête, il y a une oreille attentive. Quand tu te présentes quelque part, oui. Voilà. On te regarde, on t'écoute, on te donne une place. Pour que tu puisses t'exprimer, parce qu'on espère que tu t'exprimes comme lui. Voilà, c'est là où intervient l'inconvénient. On entre tout de suite dans le vif du sujet. Oui. Et là, il faut que tu puisses prouver. Et là, ça devient difficile, parce que tu commences à porter effectivement tout ce que lui il a porté de négatif. Même si c'était pas quelqu'un de négatif, mais son combat, les résultats de son combat, à ce moment-là, tu les comprends. Parce que tout de suite, on t'impute tout ce qu'il a pu faire, que les gens estiment de bancal ou de pas correct ou de pas juste. Donc oui, il y a des avantages, mais je veux dire beaucoup de convénients, mais le peu d'avantages pour moi, c'est déjà... C'est déjà énorme. C'est énorme.
Fanny? D'accord, ben on va beaucoup parler de ton papa aujourd'hui. C'est un très bel hommage en fait parce que 10 ans plus tard, tu es rayonnante et toujours aussi présente. Donc on sait très bien que tu as eu un début de carrière, en fait d'animatrice télé. C'était ici au Cameroun. Et on aimerait savoir, est-ce que c'est ce qu'il souhaitait pour toi? Parce qu'on sait très bien qu'en général, les papas ne veulent pas forcément qu'on fasse ce qu'ils font comme métier, surtout quand c'est un métier dit à risque, hein, entre guillemets. Donc qu'est-ce que tu gardes en fait de cette période-là? Est-ce que c'est ce qu'il souhaitait pour toi? Sinon, que souhaitait-il? Non, tout simplement non. Il aurait voulu qu'un de ses enfants suive exactement la voie qu'il avait tracée. Il attendait de moi que je sois la relève de, je dirais pas de la presse, mais en tant que journaliste de la presse écrite. Mais j'étais une femme à ce moment. C'est mon père, donc j'ai vécu avec lui. J'ai vécu sa traversée du désert, j'ai vécu les moments de gloire en tant que journaliste. Et en tant que femme, ça va peut-être choquer beaucoup, mais j'ai été beaucoup traumatisée de comment un journaliste comme lui était perçu au Cameroun pour ceux qui suivaient un peu l'information ou qui n'étaient pas forcément d'accord avec sa manière à lui de traiter l'information. Et ça, je me disais, mais je vais être mère demain, je suis appelée à être une femme, la femme de quelqu'un. Mais lui, il voulait que tu fasses ce Oui, métier. lui, il pensait que, je ne sais pas si mon père espérait que je me marie, je ne sais pas si les papas espèrent en général que leur fils se marie, je ne suis pas sûre qu'il me voyait marier. Si, la plupart des papas. J'espère bien, mais lui, il voulait que je sois la combattante, vraiment. Ah d'accord. Mais moi, tout de suite, j'avais compris que j'avais besoin d'être amoureuse, de faire mes enfants, et que je ne suis pas sûre que me faire emprisonner, minimum une fois par mois, ça m'arrangerait. Donc très vite, je me suis dit, ok, je peux faire la même chose, mais d'une manière différente. À la télévision, c'est pas moins risqué, mais vu qu'il avait un projet, le projet du Free Media Group, donc le journal, la télévision et la radio, je lui ai dit, écoute, on va se partager les tâches, toi tu restes bien à la presse, et moi je fais la télévision et la radio, et on se complète. Il a eu du mal, mais quand je lui ai expliqué, quand il a vu mes débuts à la télévision, il s'est dit pourquoi pas. Pourquoi pas. Que gardes-tu de cette époque justement où tu étais animatrice, présentatrice télé, tu as fait Canal Matin, je tiens à le préciser, beaucoup ne le savent pas. Qu'est-ce que tu gardes de ces moments-là? Alors on était, je vais dire, j'étais dans la première vague des animatrices, surtout sur les chaînes privées au Cameroun. On n'était vraiment pas nombreuses et on traçait chacune notre bout de chemin. C'était beau parce que c'était quelque chose de nouveau. C'était la télévision. On ne savait pas grand-chose, mais on avait beaucoup de foi. On aimait ce qu'on voulait faire. On trichait un peu. Les chaînes étrangères, on allait tous les soirs. Je regardais un peu TF1, France 2, France 3. Mais est-ce que tu as pas envie de nous faire une petite intro comme à l'époque? Allez, on va faire un back in the day. On met le générique. Mais aidez-moi. D'abord, c'est le petit générique. Et puis, tu vois L'Oréal qui fait ça. Non, mais vous savez, on va préparer ça. Je pense que l'interview de fin le prévoit. Donc, on pense qu'à la Non, on aurait réalisation... pu avoir un beat. Oui, elle peut faire une intro. Mais je dis juste à la réalisation de prévoir quelque chose pour la fin. Pour que ça l'aide à la fin pour nous faire quelque chose. Mais pour l'instant, elle veut juste un petit lancement. Bon, la différence, c'est que 10 ans plus tôt, elle avait un bandeau. Et cette fois, elle a Quand je c'est regarde l'une des tout différences. son parcours, elle est ce qu'on appelle en marantais, me long bassine, c'est le caillou dans l'eau. C'est-à-dire qu'elle-même n'est pas jeune, hein, maman. 50 ans. Elle a été talentueuse. Le talent n'a pas d'année. Allez, Amanda, une petite intro. Mesdames et messieurs, bonjour, bienvenue sur Canal Matin. Il est 6h30 et nous sommes chez vous, chez nous. Voilà. Non, d'abord, quand tu écoutes d'abord sa voix, tu as envie d'écouter l'émission. N'est-ce pas? Donc, c'est même pas l'émission, même tu écoutes, c'est Tu peux écouter la voix. Comme la radio. Alors aujourd'hui, administratrice de l'association, tu pilotes le groupe Free Media Group qui regroupe le journal Le Messager, l'agence Camcon Inc., la fondation Jane and Justice, la radio Freedom FM, de grandes responsabilités. Comment tu t'organises? J'ai eu besoin de 10 ans. Tout simplement parce que papa ne nous a pas préparés à ça. Tout ça. Aucun de nous n'était préparé à ça. Je n'ai appris nulle part. Personne ne m'a aidé, ne m'a montré le chemin. Je sais que de temps à autre, je posais des questions et jusqu'à maintenant, je demande toujours conseil aux uns et aux autres, à ses amis surtout. Dès que je peux, je parle avec un aîné, les gens qui l'ont connu, qui savent ce qu'il aurait souhaité qu'on fasse.
Ce sont des entités qu'il aurait, enfin c'était son rêve, le Free Media Group. Donc il a commencé comme ça, les parts et d'autres, chaque chose. Et il y a eu beaucoup de... Ça a été très difficile parce que bon, vous savez très bien tout ce qui s'est passé, beaucoup de mésententes familiales, mais je pense que ce qu'il faut retenir, c'est que les grands hommes, surtout des gens comme lui, parce que le Cameroun a connu beaucoup de grandes personnalités, ne doivent pas mourir. Et c'est ça qu'on doit garder en tête. Je ne savais pas. Je suis même pas sûre que maintenant je sais comment diriger une entreprise. Je ne suis pas sûre. Je n'ai pas de formation académique de gestion ou de management ou quoi que ce soit d'autre. Mais est-ce que tu le fais seul? Non, je suis accompagnée de pléthore de conseils. Oui. Mais mes frères aussi me portent beaucoup. Nous sommes une famille assez soudée aussi. Oui, on a appris, même si au départ c'était difficile de gérer les humeurs des uns et des autres, mais on a appris avec le temps qu'on n'a pas le choix d'être soudés. J'ai des frères qui me portent beaucoup, qui sont avec moi, qui sont de bons conseils. On apprend tous en même temps. En même temps, c'est cool ça. Et je trouve que c'est encore mieux. C'est encore mieux. Le groupe prépare de grandes cérémonies, de grands événements. C'est aussi l'objet de ta présence. Les 40 ans du Messager et les 10 ans de commémoration du décès de Pius Ndiaye. Est-ce que tu peux plus nous en parler? Parce que nous, on n'a pas... Le Messager a 40 ans. 40 ans. Wow. C'est énorme pour nous. On veut que ce soit une grande célébration, surtout dans le monde de la presse. 40 ans pour une presse privée, indépendante. Je pense à ce fait, surtout pour un journal qui a été longtemps taxé de journal de gauche ou d'opposition. Je pense que 40 ans, surtout après le décès de son fondateur, c'est énorme. C'est énorme, Et je pense que c'est le bon moment et ça tombait à pic parce que ça fait 10 ans qu'il a disparu. Et je me suis dit qu'on s'est dit tous ensemble que peut-être il fallait qu'on joigne les deux événements pour que ça fasse quelque chose de beaucoup plus retentissant. Et parce que tout simplement, le Messager sans Pius Ndiaye sans le Messager, c'est juste pas possible. C'est impossible. Et le Messager a connu beaucoup de moments compliqués. Tout simplement, un journal indépendant, ça veut dire que nous-mêmes, c'est toi-même qui finances ton journal, c'est toi-même qui le fais vivre au quotidien. Et ça a été difficile, alors qu'on le tient 10 ans après. Pour nous, ça méritait juste d'être célébré. Donc on prépare, c'est le Messager à 40 ans le 17 novembre. Et on prépare une série d'événements jusqu'en juillet 2020. Donc, la date finale, c'est le 12 juin qui est la date de la disparition de papa. Et on prépare une série d'événements autour du journal, autour de la presse. Il faut que je précise que c'est pas une célébration des enfants, c'est la célébration de la presse. La presse aujourd'hui, parce que c'est votre journal tout simplement. C'est vous qui l'avez porté, c'est vous qui le lisez, c'est vous qui l'achetez. Donc c'est vous. On attend toutes les propositions, sont les bienvenues. On essaye de mettre tout le monde à contribution. Parce qu'on veut que la presse soit célébrée et que l'homme aussi qui l'a porté, qui l'a créé, soit aussi célébré. Je pense que ça sera un événement à la hauteur de l'homme. On aura plusieurs activités et vous serez informés effectivement en temps et à l'heure de ce qu'il y aura à faire. Mais déjà le 19 novembre, on a une grande conférence de presse pour présenter tous ces événements. Eh bien Amanda Ndiaye, notre invitée, tu ne pars pas Amanda, on va faire l'émission ensemble jusqu'à la fin. Et on aimerait s'arrêter sur quelques éléments que nous n'avons pas pu diffuser hier à cause du temps, parce qu'on ne pouvait pas passer là-dessus. Hier, on parlait du sinistre qui a eu donc à Bafoussam, précisément à Gouache. Et on n'avait pas fini de parler des causes, mais également de comment est-ce qu'on devrait se comporter dans ces cas-là. Et je propose ici qu'on écoute d'abord Monsieur François Delaunay, Zébazé, qui est le délégué régional de l'Ouest du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Et, il est en même temps un ingénieur de génie civil, donc il a pas mal de choses à nous dire sur les causes de ce sinistre. Et on vous revient juste après. Si les gens se sont construits même ici, c'est parce qu'ils n'ont pas eu les moyens pour avoir les terrains bien placés pour se construire. Bon, quand les gens se sont trouvés ici, le terrain étant moins cher sur la colline, ils ont été obligés de prendre pour s'abriter. C'est maintenant que ça a créé ce problème, que chacun voit qu'il sera obligé de quitter lui-même pour aller se battre ailleurs. Où nous avons eu une catastrophe naturelle. Et cette catastrophe naturelle
a été causé par certains phénomènes naturels. Les phénomènes qui ont conjugué à l'arrivée de la catastrophe peuvent se résumer en 3 phénomènes. Déjà, nous avons la nature du sol de cette zone de Ngwashi, qui est un sol sablo-argileux qui résulte de l'altération du granit, qui est la roche principale de la roche-mère de cette zone. Ça, c'est un premier phénomène, la nature du sol. Le deuxième phénomène, se trouve que ce sol qui est fortement poreux retient aussi également beaucoup d'eau. Parce que l'épaisseur de la couche altérée de la roche est d'environ 11 mètres dans cette zone et se repose sur une roche non altérée qui se retrouve en dessous de ces 11 mètres. Et avec les précipitations qui ont eu lieu dans cette zone pendant la période, ces fortes précipitations ont entraîné une accumulation d'eau dans ce sol fortement poreux et qui, le ruissellement en profondeur n'étant pas possible parce que la rôle sous-jacente n'était pas altérée. La ville va vers là où les populations s'y ont installées depuis les Russes. Donc c'est leur village. Mais ils s'installent sans études appropriées. Mais quand nous réalisons les études, le déplacement, la sensibilisation de ces personnes qui vivent dans ces zones à risque, ignorant que c'était une zone à risque. Le déplacement, ça prend du temps parce qu'il faut les convaincre, les amener à comprendre que là où se trouvait leur village est une zone à risque et trouver un endroit de casement qui doit absolument être dans un autre village, les amener à vivre en étroite harmonie avec ceux qui vont trouver dans les zones de... Voilà, donc on écoutait M. François Delaunay-Zébazé, qui est délégué régional à l'Ouest du ministère de l'Habitat et du Développement Urbain. Donc il nous a donné les causes, et puis c'est assez technique pour ceux qui ne savent pas. Tout ce qu'on doit retenir quand même, c'est que les sols ne sont pas adaptés pour la construction, et donc on ne devrait pas être là, et qu'il est important pour éviter, pour éviter ce genre de sinistre de se construire ou d'habiter dans des zones qui ne sont pas bonnes, ou alors d'inviter par exemple quelqu'un pour voir si c'est possible de construire là ou d'être là, parce que rien ne vaut la vie. C'est vrai qu'on dit qu'ils n'ont pas d'argent, mais ils ont eu un peu d'argent pour construire quand même. Ils ont pu construire, ça veut dire qu'il y a quand même eu des parpaings, il y a eu voilà, donc il y a eu un minimum. Donc vaut mieux sauver sa vie et la vie de sa famille si on se rend compte que ici ça va pas. C'est mieux de se déplacer. On va en parler encore tout à l'heure, mais il est important aussi de savoir que quand il y a un sinistre comme celui-là, il y a des choses qui sont à faire, et les médecins urgentistes sont souvent à pied d'œuvre. Et nous avons rencontré donc docteur David Mekolo, il est médecin urgentiste, et il nous raconte comment ça se passe dans ces cas-là. Ce qu'il faut savoir, et que généralement, sur le plan national, il y a ce qu'on appelle un plan de catastrophe. Il y a des plans d'urgence qui sont déclenchés généralement par la protection civile. Il y a un plan d'urgence dans lequel généralement sont mis en contribution tous ceux qui peuvent participer de près ou de loin à l'action de secours. Donc nous avons les médecins, les sapeurs-pompiers, l'armée, la police, et également des autorités administratives, chose qui est hyper importante. Le mot d'ordre, en fait, ici, c'est la prudence. Une fois qu'on arrive devant ce lieu du drame, la première des choses, c'est qu'il faut fuir. Il faut fuir la zone et se mettre généralement à un endroit de sécurité. C'est-à-dire que, généralement, quand vous êtes là, évitez d'approcher la zone de catastrophe. Ça, c'est la première chose qu'il faut faire. Donc, il faut fuir. Parce que là, l'action va se poser sur 3 axes principaux. D'abord, la protection. Ça veut dire que vous devez d'abord vous protéger. Parce que s'il y a un éboulement et que vous allez vers le site de l'éboulement, vous-même vous mettez en danger. Donc la première chose, c'est d'abord éviter l'accès à la zone du sinistre.
La deuxième chose, c'est d'éviter. Il faut empêcher les badauds. Il faut empêcher les badauds et les curés également d'accéder à la zone. Parce qu'en fait, on ne sait pas quel type de danger. Il y a eu fait de l'éboulement, mais en dessous de l'éboulement, il y a d'autres choses. Il y a des maisons qui se sont écroulées, il y a des tuyaux, il y a des faux septiques, il y a des courants qui traînent, ainsi de suite. Donc, il faut éviter d'approcher la zone. Éviter que les badauds, les petits curieux approchent la zone du sinistre. Et la troisième chose, c'est alerter. Parce qu'une fois déjà qu'on a évité, on a protégé la zone, on a délimité un périmètre de sécurité pour que les gens n'approchent pas. Il faut maintenant alerter les services de secours. Donc c'est certainement un témoin ou un curé qui va passer l'alerte. Et cette alerte-là va permettre le déclenchement du plan de secours. Et après, si on est secouriste formé, on doit quand même éviter d'approcher la zone. Et la seule chose qu'on peut peut-être faire en urgence, c'est faire des dégagements pour des personnes qu'on voit. Ça veut dire que s'il y a des victimes qui sont à proximité, on essaie juste de les dégager et de les enlever de la zone de danger. Uniquement. C'est d'abord là. Ah, donc oui, fuir. Habituellement, c'est pas ce qu'on fait. Oui, parce que certains veulent sauver. De manière instinctive, on veut aller vers. C'est bizarre quand même. Hein, pourquoi? Ouais. C'est-à-dire qu'il y a eu quelque chose, on veut à tout prix voir. Ah, souvent d'autres veulent même faire la selfie même. Oui, on est Ils veulent en fait faire des photos. Ils veulent. Chacun veut filmer le best. Mais vous vous mettez en danger si vous le faites. Hein, voilà. Mais le jour que mon ex avait fait l'accident, moi j'ai pas regardé au danger, il y avait le feu. Je filmais quand même. Ah, tu es pas bien. Non, mais lui, ça l'amuse, quoi, un petit rire. Alors, il y a autre chose, et c'est la question qu'on se posait hier, hein, Cabrel. Quand il y a un cas comme celui-là et que maintenant les victimes, on a pu les aider et tout ça, comment on fait? C'est-à-dire que vous avez votre voisin qui a fait partie des victimes. Oui, maintenant qu'ils sont hors de danger. Il y a des choses aussi à faire après. C'est-à-dire que nous, le commun des mortels, devrait savoir quoi faire avec des personnes qui viennent de subir un sinistre comme celui-là. Les promesses. Donc on a vu un psychologue clinicien, monsieur William Amadiko, Tomé William. Voilà, William Amadiko, Tomé, on l'écoute. Alors, il faut dire que qu'on soit témoin ou victime dans l'ordre primaire, secondaire, d'événements potentiellement traumatiques, on peut être enclin à développer des troubles des troubles psychologiques dont l'intensité va essentiellement dépendre du temps. Selon le manuel de classification que nous utilisons, en l'occurrence le DSM, nous avons des troubles aigus ou des troubles chroniques, et donc qui sont essentiellement basés sur la durée. Comment est-ce qu'on doit se comporter? C'est une question assez difficile, parce que qu'on soit la prise en charge ou l'accompagnement quand on est une victime primaire, une victime secondaire, dépend essentiellement des ressources et de la trajectoire de vie de l'individu. Parce que ce n'est pas le premier traumatisme que chaque individu aura subi. Et donc tout traumatisme préalablement ou précédemment subi va effectivement entamer les ressources de l'individu, donc vont pouvoir le rendre plus vulnérable à la situation que l'individu va vivre. Donc le glissement de terrain vécu à Anguaché n'a pas que traumatisé les habitants de Bafoussam. Tout le Cameroun en est un peu touché, mais à des intensités différentes. Plus on a connu des gens sur le site ou des voisins ou des amis ou des familles, on est un peu plus touché. Et donc, en fonction de la proximité, on pourra plus ou moins développer un traumatisme. Alors, dans les premières heures, on va faire ce qu'on appelle un débriefing psychologique dans les premières heures. C'est-à-dire, c'est pouvoir accompagner les personnes pour qu'ils puissent poser des mots sur leur souffrance. C'est ce qui peut se faire dans les premières heures. Et ce qu'on appelle généralement avec des équipes médico-psychologiques sur le terrain. C'est vraiment sur le terrain qui doit se faire dans les 10-15 premières heures. C'est vraiment une intervention en urgence. Passé cela, le reste doit se faire à travers un accompagnement plus spécifique qui va nécessiter un accompagnement. Et donc, un accompagnement personnalisé par chacun avec des évaluations à la clé. Voilà, mais c'est très technique et on se demande si les psychologues ont la possibilité d'être sur le terrain directement, parce qu'il a dit 15 minutes après, il faut à tout près qu'il y ait. J'espère, comme l'a dit l'urgentiste, que parmi les médecins dont il parle, il y a des psychologues. Des psychologues, en fait. C'est pas dans nos habitudes. Et je pense qu'il va falloir l'intégrer. Il va falloir l'intégrer. Et puis, on nous dit quand même qu'il n'y a pas assez. Le nombre de psychologues au Cameroun est vraiment très, très réduit. Je pense que c'est une des disciplines qui a le moins de personnes, alors que chaque jour, on en a besoin. Et ce serait bien psychologue, psychiatre, ça manque.
En tout cas, c'était des éléments qui servent d'appoint pour tout ce qu'on a fait hier. C'était le sujet d'hier. On a voulu à tout prix partager ceci avec vous. Mais aujourd'hui, nous avons un autre sujet qui parle de délinquance et de violence. Il s'agit donc le thème se libelle comme suit. Votre enfant adolescent entre dans la délinquance et la violence. Comment est-ce que vous allez réagir? Pour l'occasion, on a posé la question sur notre page Facebook. Dexter, il a retenu quelques avis. Il va les partager avec nous. On donnera aussi notre avis ici, n'est-ce pas, Amanda? Bien évidemment. Mais n'est-ce pas, Cabrel? Oui, la main, j'ai à dire. Voilà, il a à dire. Mais avant, on va écouter ce que vous nous avez dit sur la page. Voilà, Dexter, bonsoir. Bonsoir Joyce. Oui. Bonsoir Cabrel, welcome. Vraiment t'es très chaud, très sapé. Ah oui, lui c'est ce sapé, hein. La gâté, la petite son depuis la voilà, grande baraque, qu'est-ce que ça pas? Il gagne. Il gagne. J'ai clos. Bonsoir Fanny, Joe. Hello. Bonsoir. Oui, bonsoir Dexter. Alors qu'est-ce qu'il dit sur la page? Voilà, on va aller directement sur notre page, retrouver les commentaires de nos fans et de nos super fans. On commence avec William Bastian Obegs. C'est comment? On est là. S'il vous plaît, lisez les commentaires des femmes qui ont des enfants et qui parlent de leurs enfants. Pas des enfants des gens que les femmes, des oncles chassent sans le moindre souci. Les femmes méchantes prêtes à détruire la vie d'un enfant qui n'est pas le sien. Bon, pour moi, il a vraiment de la rage. Il c'est pas possible. Oui, en fait, il veut dire que... en fait, il répond en s'énervant contre quelque chose qu'il a certainement vécu ou vu. Voilà. Ça se comprend. Je comprends ce qu'il veut dire, même si c'est pas directement le sujet, mais je comprends. Voilà. Donc il veut dire que si ça arrive, donc s'il y a des enfants qui entrent dans la délinquance et la violence, c'est parce que des femmes méchantes. Peut-être qu'il a vécu le traumatisé. Voilà. Mais le truc, c'est que le sujet, c'est comment on réagit quand on a donc un enfant. Quand on a un enfant comme ça, comment on réagit? On va poursuivre donc avec Jukam Cynthia Diane qui est bien dans le sujet cette fois-ci. C'est comment? On est là, Diane. J'ai pas tué ma mère, dont il ne me tuera point. S'il ne veut pas changer, je le fous à la porte. Je veux pas les futurs bandits et prostituées sur mon toit. Autre message, Gaston et Benzi, c'est comment? On est là. Un mot comme dans 1000, ne tergiversez pas avec lui, soyez rigoureux avec lui, conseillez-le sans cesse, dénoncez-le si c'est nécessaire et suffisant avant que le sort qu'il applique à ceux du dehors ne vous soit pas appliqué. Parole de sage, c'est comment? On est là. Voilà, Livine Russella, c'est comment? On est là, Livine. Celui qui veut se comporter comme un chien doit mériter la punition d'un chien. Je pars au commissariat, je paye, on lui donne des fessées et correct. Est-ce que ça se fait encore ça? Ça résout ça fait combien? Chercher l'enfant qu'on a amené comme paille faisons tire sur lui. Du courage. Ok, Léonie Tatsetcho, excusez la prononciation, c'est comment? On est là. Je dialogue avec lui, chaque jour je lui donne des conseils, je vais dans son établissement scolaire, je regarde avec qui il marche. Si entre-temps il ne change vraiment pas, je serai obligé de l'amener dans un commissariat, j'expose son comportement et je demande qu'on lui donne une fessée sur les talons. Il faudrait qu'on ait un commissaire. Hein. Vous n'avez pas un numéro de commissaire? Mais pourquoi vous voyez en fait pour savoir si c'est autorisé, si on a droit de faire ça, d'amener son enfant au commissariat? Je suis que c'est un blanc en train de suivre l'émission, je suis même il faut non, je veux savoir si... Non, j'ai envie de demander à un commissaire si chaque fois que les parents amènent leur enfant pour dire regarde, est-ce que la fessée automatique, il est délinquant, il est violent, il a fait ça, est-ce que directement le commissaire dit d'accord, viens ici et il le tape? Est-ce que c'est comme ça que ça se passe? On va demander. Ouais, il faut demander. Mireille Egoumet, c'est comment? On est là. C'est dès le bas âge qu'on observe l'enfant. S'il se comporte mal, on le redresse très sévèrement. Alors, s'il est déjà grand, vraiment c'est compliqué de le redresser. Seule une bonne délivrance ou l'envoyer dans une maison de correction peut l'aider. On va s'arrêter là. Et comme le disait François Cavana, la délinquance est toujours juvénile, comme l'acné. Les jeunes passent leur temps à gratter leur acné et délinquent à tout va. Donc, après ça... Monsieur Ben. Non, c'est François Cavana que je cite. Oui, que tu cites très bien. Expliquez aussi, parce qu'il y a qui comprennent non, il n'y a pas le temps pour expliquer. Peut-être quand John me donnerait plus de temps la prochaine fois, on va voir. On va switcher dans notre taxonomie. Ah oui, c'est le moment. Amanda, tu places des selfies. Les selfies. Le mailing ne serait pas le mailing sans les selfies. Voici le plus glorieux.
ton déjà. C'est comme on met le show sous les platines DJ Eto avant de débouler les drôleries de Joe. C'est comment ça rigole sur le plateau avec Alagon et des invités hyper élégants. On choisit des thèmes sur ce que vivent les gens. Amour, famille, sexe, on parle souvent d'argent. Et quand tombent vos habits, on demande à Tommy et ses experts. Le Mélisse est là, fait le next step. Il y a Paris et ses yeux. Le point de Lydie qui nous rend heureux. Le people de Lisette, y'a le flow. Et la diva. Bon, maintenant, ça fait 6 ans. Voilà. C'est bien les cœurs quand même, hein. C'est ton déjà. Oh, oui, alors on va faire un remix pour intégrer Chlorel. Oui, ce serait bien. Et Cabrel. Voilà. Juste pour vous dire que Chlorel est là. Bonsoir Chlorel. C'est pas possible, il m'a eu là. Alors, on a le thème de ce soir. Oui, oui. Il a gâté l'Afrique du Sud. On l'a foutu. Ah, c'est pour ça qu'il est un peu lâché. Tu n'as pas une touche afro, toi. Tu aurais pu faire des lunettes afro. C'est pas un mouchoir, c'est pas un truc à panier. Il aime les touches afro, donc voilà. D'accord, alors on a notre thème, délinquance, violence. Si votre enfant, adolescent entre dans la délinquance et la violence, comment réagissez-vous? On a donc rencontré les uns et les autres rencontrés dans les rues. Oui. Voilà, cet après-midi. Mais il faut tout de même rappeler ici que le constat, il est clair, il est même alarmant. Une franche partie de la jeunesse camerounaise s'investit de plus en plus dans la délinquance, des actes de délinquance, mais également des actes de violence. Il n'y a qu'à voir le dernier en date avec ce qui s'est passé le week-end dernier. Et on va s'arrêter là-dessus demain. Effectivement, du côté du 2e arrondissement, la ville de Douala, où des jeunes ont décidé de prendre machette, couteau et autres pour en venir ou mettre en mal la vie des populations. Et donc, on se rend bien compte que la violence et la délinquance sont bel et bien présentes en milieu jeune, raison pour laquelle on a voulu en faire tout un thème autour de la question. Et donc, voici ce que pensent l'ensemble des personnes rencontrées cet après-midi dans les rues de Douala. Voici le Vox Pop. Si je constate si mon enfant est délinquant, je vais tout d'abord l'amener à la raison, lui faire comprendre la situation réelle de la vie et l'amener à comprendre également qu'on vit dans un monde un peu trop perturbateur et l'encadrer davantage pour qu'il soit mieux éduqué à l'avenir. Je me dois, moi, parent, de lui régresser, de le ramener à l'ordre. Si je me rends compte que celui-ci, son comportement est impénitent, qu'il ne change pas, je serai obligé moi-même de le livrer aux autorités compétentes pour que cette situation soit régressée. Dans la majorité des cas, l'enfant peut prendre conscience. J'essaie de la ramener en causant avec elle, comme si elle était mon amie. Je vois ses amis et j'essaie et je les demande de la ramener aussi. Mes amis, mes parents, tout le monde, je vais les demander de causer avec elle pour la ramener. Si ça me dépasse, alors
je vais essayer de prendre d'autres mesures, soit en la donnant à la police, peut-être en la menaçant plus fortement, elle pourrait comprendre. Si je le conseille 2, 3, 4 fois, moi je l'abandonne, hein, puisqu'il n'est pas le seul. À cause d'un enfant, il ne peut pas perdre d'autres. S'il a choisi de prendre sa route, tant pis. Je l'appelle comme un parent, je lui dis que vraiment, franchement, le groupe qu'il est parti joindre, c'est un mauvais groupe. Il faut qu'il essaye de changer. Je lui donne les conseils, les bons conseils. S'il ne veut pas changer, je le laisse comme ça. Tout d'abord, il faut le dialogue. Maintenant, si en causant avec lui, je constate que ça n'a pas changé, je convoque une assise familiale. Comme ça, avec les uns et les autres, les membres de la famille, quoi, on pourra ramener l'enfant. Parce que déjà, en donnant un conseil à un enfant, une fois, 2 fois, et qu'il n'adhère pas, ça, il va seulement écouper de ce qu'il y a de lieu. Plus on accouche l'enfant et non son cœur. Si déjà il n'adhère pas à ce que je lui fais part, j'opterai pour une deuxième méthode qui est peut-être de l'éduquer autrement, en l'envoyant peut-être dans un centre de rééducation des jeunes, ce qui est beaucoup plus approprié. Et si jusque-là l'enfant ne change pas, je serai obligé d'aller dans un commissariat ou dans une gendarmerie me plaindre pour qu'on essaie un peu de le ramener. Et toutefois, en faisant tout ce que je suis en train de faire, je porte l'enfant dans la prière. Une prière avec une foi ferme, quoi. Parce que c'est pas petit travail, c'est Dieu qui a le dernier mot. Donc, avec tout ce que j'ai proposé là, si ça ne change pas, je continue seulement dans la prière, tout en sachant que le temps de Dieu est le meilleur. C'est chaud avec les commissaires et les commissariats. C'est juste incroyable. On parle quand même des adolescents quand même. Aïe. Bon, on va faire un petit tour quand même de table, hein, que chacun donne son avis. Hein, Joe, tu écris beaucoup, hein, Joe. Oui, mais en fait, qu'est-ce qui se passe? Non, mais c'est atteint du syndrome de Lydie. Peut-être ce que j'ai observé chez elle, chaque fois qu'il y a tu notes, oui, mais bien sûr, il faut prendre des notes. Et c'est intéressant, parce que quand tu commences à noter, il y a plein de choses. Ah oui, plein de choses arrivent. Hein. Par exemple, j'ai noté ça, c'est-à-dire que la violence, des fois, il faut commencer par aller à la genèse. À la genèse, en fait, c'est important. L'enfant peut être violent parce qu'il reproduit un schéma qu'il a vu à la maison, qu'il a vu à l'école vis-à-vis de ses camarades, ou qu'il a vu à la télé. On peut être aussi violent vis-à-vis des dispositions mentales ou physiologiques, c'est-à-dire consommation de la drogue, ou le repli sur soi-même, parce que les adolescents, les frustrations, et le reste, ça peut causer ça. Donc pour moi, la première chose, ce serait peut-être de rompre le lien d'abord avec la source, c'est-à-dire que si on pense que, si on l'observe et on pense que ce sont les amis, comme la mauvaise compagnie, on commence à créer une distance entre lui et ses amis, et la mauvaise compagnie en tout cas. S'observer aussi soi-même, les parents. Peut-être à la maison, on est violent, ou alors on a toujours un recours, sans s'en rendre compte, on a toujours un recours systématique à la violence. La consommation de la drogue. Là, ça commence à bien faire. Hein. Mais Joyce également évoquait quelque chose sur le plateau qui est très important. Bon, moi, j'y crois fermement. La religion aussi, c'est important. Je dis que si on peut ne pas croire et tout ça qui est un être suprême, mais je pense que beaucoup de principes religieux apprennent fondamentalement qu'on ne résout pas tout par la violence. Par la violence, en fait, c'est l'amour, le partage. Il y a de l'enseignement, sur le partage. Mais là où la démocratie échoue les armes, parce que tu utilises des méthodes rationnelles étatiques pour la résolution d'un problème. Quand ça ne va pas, c'est usage à la force. Voilà, donc en tout cas, quand on est adolescent, vaut mieux commencer par dire qu'il y a autre chose que la violence. Ton avis, c'est lequel? Moi, mais nous, l'enfant du serpent sur le serpent, tu tombes comme un brenard. L'arbre du prunier ne produit jamais les noisettes. Tu veux dire que l'enfant certainement ressemble à ses parents? Je veux chuter. Chute. C'est une question qui va toujours venir. Laissez-moi chuter. Si tu conseilles ton enfant et tu parles à ton enfant, il écoute, c'est que toi-même, tu vas être épargné de beaucoup de problèmes. Donc, laissez les trucs qu'on dit que je te chasse, tu vas aller dehors, faire ceci. Mais il y a ce qu'on appelle en psychosociologie un phénomène de groupe, phénomène de masse. C'est-à-dire qu'un enfant peut être à la maison, il est très doux. Mais le fait qu'il est accompagné d'une mauvaise compagnie, les gars qui sortent les matières, lui-même il est poussé par l'adrénaline. Tu vois, il y a la puberté, il voit une belle fille là-bas, il montre que j'ai le cœur, je suis high. Vous voyez un peu. Du coup, il est bad boy. Il va présenter un comportement autre qu'il présente à la maison. Pareil que pour les filles, tu les vois à la maison, elles sont calmes. Elles ont Facebook, elles ont bloqué le père, bloqué la mère. Viens voir les photos sexy qu'elles poussent là-bas. Moi, j'ai fini, ça va, bon. On a compris. Fanny? Oui, je pense qu'en fait, vous avez un petit peu résumé ma pensée, le fond de ma pensée. Mais je pense que ce qui est très important, c'est de pouvoir se remettre en question, parce que aujourd'hui, ça va tellement vite avec les adolescents, ça va tellement vite avec tout ce qu'ils peuvent rencontrer en fait en route.
tous les jours, découvrir en fait via les réseaux sociaux. C'est pour ça que le dialogue est très 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 important, parce que j'ai écouté en fait un peu les parents, mais très peu en fait essayent de se remettre en question. La violence, c'est pas forcément battre sur un enfant, c'est pas forcément. Il y a une violence verbale qui est parfois plus dure, qui est parfois plus que les coups fortes, parce que c'est souvent les mots qu'on oublie très 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 difficilement. Ensuite, moi j'y crois. Je pense que le côté psychologue en fait fonctionne. C'est-à-dire qu'au-delà en fait de tout ce qui est spirituel, au-delà d'aller voir un psy. Oui, on a peur, c'est pas qu'ils n'existent pas, ils existent en fait, mais très peu de gens vont vers eux parce que pour nous ici, c'est, permettez-moi l'expression, les choses des blancs. Sauf que pour les autres en fait. Oui, malheureusement, mais chacun de nous en fait en a besoin parce que c'est important. On en a de plus en plus besoin. Oui, parce que voilà, donc je pense qu'au lieu de se confier à un frère, à une sœur, il est important d'aller vers des spécialistes parce que déjà gérer la puberté, ce n'est pas évident. C'est pas évident. Si en plus il faut rajouter les mauvaises compagnies et tout le reste, comment on s'en sort. Oui. Et notre invité Amanda Diawé. Oui, je pense qu'il faut changer la forme de dialogue. Je pense que souvent les parents on dialogue mal parce qu'on est agacé, on est submergé et souvent à cause d'une grande colère, tu transmets mal le message à ton enfant. Je pense que moi en premier, je pense les premières personnes en général quand un enfant devient délinquant, c'est le parent. Je suis désolée, je suis parent, mais moi-même je l'assume. Souvent, comme il a dit, il y a des traumatismes qui sont un peu plus profonds que ce qu'on voit de manière de ce qui est visible en fait. Et je pense que moi aussi je partage le fait que la religion, parce que moi j'ai grandi dans cette ambiance avec une maman qui est très religieuse. Et je pense que l'éducation quelque part est aussi puisée. La Bible parle beaucoup de l'éducation. Et moi, effectivement, le fait de lire la Bible ou de me faire lire la Bible ou de qu'on me lise des passages bibliques, effectivement, des fois j'avais des réponses, dans ce recueil. Et en dernier lieu, je pense que aller voir un commissaire, aller voir un gendarme pour frapper son enfant, imaginez vous le faites et il lui arrive quelque chose. Encore qu'aujourd'hui les enfants interviennent dans certains rôles d'abord par curiosité, ensuite comme disait Cabrel, c'est pour se donner beaucoup d'importance, beaucoup de présence parce qu'on essaye de ressembler à, sauf qu'après c'est un cercle vicieux, on se retrouve en fait dans la peau de quelqu'un d'autre. Ça ne veut pas pourtant dire qu'on y va forcément pour quand on va être battu par le commissaire, ou que non, ça peut passer par l'intimidation. On a parlé de la psychologie, savoir qu'on peut y aller, être regardé un jour, être menacé même, après dialogue. Oui, mais il peut avoir des conséquences. Ils sont censés nous protéger. Attention, ils sont censés nous protéger, pas nous effrayer. L'homme en tenue est là pour protéger. C'est ça qu'on change de rôle, ça devient quand on a un enfant qui pleure, on lui dit si tu t'amuses, je t'amène chez le médecin, il te fait une piqûre tout de suite. C'est-à-dire que à la base, le médecin est là pour traiter. On effraie en fait de façon inconsciente en fait un enfant juste pour le calmer. Il faudrait pas qu'on ait l'impression en fait que les commissaires, je veux dire qu'on a tellement de situations qui nécessitent en fait leur présence. Mais si à chaque fois qu'on a un enfant têtu, il faut l'emmener dans un commissariat, on va pas s'en sortir. Ça sera très compliqué. Parce que si vous l'emmenez chez le commissaire, il change pas. Vous faites quoi? Vous cherchez un général peut-être? Et je pense qu'on prépare un futur bandit parce que moi, si tu me parles tout le temps du commissaire et que dans ma tête je commence à je vais le défier. Et bien pour défier un commissaire, je deviens bandit. Parce que je me dis, c'est bien parce que là on écoute vraiment les parents s'exprimer sur la question. Parce que dans la vie, c'est vrai que les parents n'ont pas beaucoup évoqué la responsabilité parentale. Oui, c'est important. Les parents, c'est les premiers responsables. Quand les enfants deviennent délinquants et violents, ça il faut peut-être le préciser. On a le sondage. 85%, on a le sondage à l'instant en image, 85% comme on peut le voir, rééducation. Il faut rééduquer les enfants, revoir la façon dans laquelle on dialogue. Elle le disait tout à l'heure. Redonner une vigilance aussi parce que malheureusement, on a abandonné l'éducation. On n'est pas assez présents, les parents. Quelquefois. Miller, tu n'es pas là. Il faut moins les chouchouter aussi. Tu n'es pas à la maison. Qu'est-ce qu'il fait ton fils? Il faut leur dire combien on les aime aussi. Je pense qu'on ne dit pas beaucoup à nos enfants qu'on les aime. Moi, quand on dit sans paix. Délinquant, voyou, coiffe-toi, je ne me coiffe pas têtu. Comment tu as fait pour sortir de ta délinquance? La délinquance a donné l'argent et même mes parents se sont finis. Attention, tu parles pas de la vraie délinquance. Il parle de l'humour, il parle de l'humour. J'ai dit que, maman, pour avoir le bac, j'ai fréquenté dans 8 établissements. À Baranté 3, Konsamba, il y a eu mon bac là. Avec le bac 3 fois pour bac 3. C'est-à-dire que j'ai vécu sans paix. Quand ma mère me prenait, lave les assiettes, la force, ça devient la force. Mais quand elle me dit, s'il te plaît, je suis malade, oh, il devient sensible. Il lave maintenant les assiettes. Ah ouais, ça peut aider. Moi, si tu viens la force, moi, je te viens la force. Même si tu m'en mets. Donc arrêtez la violence, s'il vous plaît. Par contre, il y en a qui pensent qu'il faut passer par la violence, donc faire recours à la justice quand même, c'est peut-être étonnant. Non, peut-être dans un cas extrême. Les parents pensent que, à un moment donné, il faut laisser la justice faire le boulot. Et donc, à 15%, en fait, quand ils entendent délinquants, ils voient directement des braqueurs, ils sont dans le grand banditisme. Ils pensent au grand banditisme. Oui, ça passe par là, oui, c'est un début. Après, ça devient un grand délinquant. D'accord. Allez, on va aller au pas des coups parce qu'on fait des grands signes côté la régie. Oui. Nos experts, on en a deux ce soir, un psychologue mais également un sociologue qui s'exprime sur la question. À tout de suite.
Ok, la délinquance et la violence sont des perversions du comportement qui ont leur origine soit dans l'environnement direct où l'enfant s'est développé, a grandi, soit alors inscrit définitivement dans les gènes au moment même où il naît. Dans un cas comme dans l'autre, lorsqu'on découvre que l'enfant sombre dans la délinquance ou dans la violence, la première attitude à adopter, c'est d'abord d'essayer de comprendre la source de cette délinquance. Est-ce qu'elle est d'origine micro-sociale, c'est-à-dire que l'environnement social dans lequel l'enfant se développe a-t-il été le vecteur principal qui l'a conduit vers cette violence? Et dans ce cas, il faut donc essayer de le réinsérer socialement, c'est-à-dire changer pour lui l'environnement dans lequel il se déploie quotidiennement. Mais si cela est lié à son histoire individuelle, naturellement, là, il faut faire recours à un spécialiste qui, lui, par un procédé qui s'appelle l'anamnèse, on va reconstituer l'histoire psychologique de cet enfant et savoir à quel moment donné de sa vie, n'est-ce pas, cette violence s'est structurée. Et dans ce cas, il y a une psychothérapie appropriée pour le sortir de là. La thématique réunit d'abord deux concepts, la délinquance et la violence. Mais il faut dire de manière claire que ces deux concepts rentrent dans ce qu'on appelle la croissance normale d'un enfant. Et dans le processus de croissance d'un enfant, il y a les acteurs sociaux qu'on appelle l'environnement. L'environnement peut influencer sur l'enfant. Et lorsque l'environnement influence sur l'enfant, on a tendance à considérer ces caractères de déviance comme de la délinquance. Malheureusement, ces caractères de déviance s'accompagnent de trois éléments majeurs: l'alcool, le sexe et enfin la drogue. Lorsqu'on met sur pied ces trois triptyques, on a un adulte ou un adolescent délinquant. Pour revenir à votre question, c'est assez complexe. Ça sera assez complexe parce que l'éducation ne revient pas seulement aux parents. Il y a deux niveaux qui sont concernés. Il y a l'éducation et l'instruction. L'instruction est donnée à l'école et l'éducation est donnée à la maison. Mais on a aussi l'éducation des personnes extérieures, notamment les médias, la famille éloignée, les amis. Comment faire? Tout est à la base. La base est le socle de l'éducation de l'enfant. Et cette base se résume où? À la maison. À travers quoi? Les pratiques des parents. J'accuse toujours les parents parce qu'ils sont au centre de tout ce qu'on fait. Quand vous avez un parent qui n'arrive pas à regarder le cahier de son enfant, c'est un réel problème. Quand vous avez un parent qui rentre le soir et qui est sur son téléphone WhatsApp et la maman qui est sur Novelas sans savoir est-ce que l'enfant est bien rentré, est-ce que l'enfant a fait le sport, est-ce que la tenue de sport est lavée, est-ce que le fait que vous ne preniez pas soin de vos enfants, d'autres personnes vont prendre soin d'eux. Mais est-ce que ça sera dans la continuité de l'éducation qu'on vous l'a donnée? Là est toute la question. Il faut d'abord détecter quels sont les signes de cette déviance. Tout part de ces signes. Au niveau médical, on va parler de signes cliniques. Lorsque vous faites un bon diagnostic, peut-être la source de déviance de votre enfant, c'est l'alcool. Vous allez lutter contre l'alcool. La source de déviance, c'est la boisson. Vous allez lutter contre la boisson. On ne peut pas avoir un bâton magique pour le faire. Mais pour les parents, quand vous l'avez constaté, le plus important, c'est de ne pas faire ce que les parents font aujourd'hui, à savoir procéder par agressivité, le fouet. Le fouet n'a pas la solution. La solution réside dans deux choses. Première des choses, prendre en compte son enfant en réduisant son train de vie. C'est-à-dire qu'il faut revoir les charges des parents. Vous avez des parents qui donnent un argent de poche assez consistant aux enfants. Vous avez des parents qui achètent aux enfants des téléphones. Un enfant qui est encore à une classe X, mais qui a un téléphone qu'une personne ne peut même pas avoir à l'université. Donc il faut d'abord réduire le train de vie de l'enfant pour que l'enfant commence à comprendre dans ses processus mentaux comment faire pour s'affirmer dans la société. Et la seule valeur par laquelle on peut s'affirmer dans la société, c'est le travail. Donc, quand vous l'avez constaté, vous ne rejetez pas votre enfant. Parce que si vous le rejetez, nous avons compris. Cette année chez MTN, le meilleur est pour la fin. Jusqu'en janvier, fais une transaction Momo à partir de 5 000 francs seulement et tente de gagner une Toyota Rush chaque semaine pour 5 000 francs toutes les 5 minutes. Fais un
Momo aux étoiles 126 dièse et gagne. Chez MTN, on est bien ensemble. Of memory, considering German colonial history in Africa, a cultural week organized by the Goethe Institute. Et voilà, il y a quelqu'un qui s'est ajouté, il est tout en... Alors j'explique à notre Amanda, avant que les yeux de Fanny commencent. Il a déjà froid, pourtant il est encore ici, il voyage dans quelques heures, dans quelques heures, oui, dans quelques heures. J'espère que c'est dans quelques heures parce que tu vas étouffer. Hein, parce que là, il a déjà froid ici, pourtant il voyage. Il est en hiver, ok. Oui, dans sa tête, il est en hiver. Dans sa tête, il est déjà là-bas. C'est pas ça. Et c'est pour ça qu'il nous a... C'est sa place là, normalement. Non. C'est comme bon, il fallait aujourd'hui venir faire la passation. Oui. Donc bon, l'eau de la passation. Tu vas nous raconter ça après. D'abord, tu restes là, tu te réchauffes. Le temps que notre Amanda Djawé regarde les yeux de Fanny, c'est pas très difficile. Non, ils sont tout petits en plus. Les yeux de Fanny nous amènent quelque part, Amanda. Et on va découvrir là où est-ce qu'il nous amène ce soir. On va aller du côté de Koutaba. L'année dernière, en 2018 exactement, j'ai parlé d'un jeune Camerounais qui a choisi en fait de revenir investir au Cameroun après avoir essayé plusieurs fois de sortir du Cameroun pour ce qu'on appelle l'immigration clandestine. Oui. Donc il a choisi en fait de revenir en fait et entrepreneur agricole. Alors je vous laisse découvrir Raman Bidima parce qu'il s'agit de lui qui a plusieurs hectares en fait du côté de Koutaba. Est-ce qu'on pourrait faire défiler les images s'il vous plaît, oui, pour voir en fait ce qu'on a présenté la dernière fois. Il a même pu créer en fait un engin qui permettait à la fois de bêcher en fait le sol. Le sol. Voilà, donc là on a le champ de pastèques, on a des champs normalement tomates, choux, est-ce qu'on peut faire défiler? Faites défiler, voilà. faites défiler. Là on a des raisins, donc ça prouve en fait que chez nous on peut avoir des pommes de France, des raisins, désormais des pommes du Cameroun. Oui. Voilà, tout ça là, sauf que. C'est vrai qu'elle nous avait présenté ça il y a quelques donc ça, ce sont les images en fait d'un an. D'un an, ça fait un an. Il était revenu. Voilà. Il s'est mis à l'agriculture. Exactement. Il a alors vraiment depuis fait le maximum. un mois exactement, Raman Bidima n'a pas le moral du tout parce que la pression énorme des pluies ces derniers temps, en un mois, a pu créer un lac en fait autour de ses plantations et il est difficile en fait de traiter les fruits et légumes en temps opportun. Donc le lac a débordé et inonde ses champs de pastèques. On parle de plusieurs hectares en fait. Le terrain, c'est juste la catastrophe. Alors aujourd'hui, ce qu'il faut pouvoir dire, c'est dire surtout merci à toutes ces personnes qui, depuis le début en fait de la catastrophe, aident vraiment au maximum Raman Bidima parce que ce sont des pertes énormes, pas seulement pour lui, mais pour tout le monde parce que il travaille pas seul. Voilà, il travaille pas seul et il travaille surtout pour nous parce que c'est nous qui sommes les premiers consommateurs en fait de tout ça. Donc il y a un SOS qui a été lancé et je me suis sentie en fait tellement triste parce qu'on parlait dernièrement ici là de ces merveilles en fait qu'il avait pu réaliser et aujourd'hui c'est vraiment la catastrophe. Et moi comme je lui disais en fait ce n'est qu'un passage, ce n'est pas une destination, il faut rester fort. Donc c'est un appel en fait qu'on lance à tous les téléspectateurs de C'est Comment. N'hésitez vraiment pas à l'aider. Raman Bidima est son nom, il est présent sur Facebook et sur plusieurs réseaux sociaux. Donc n'hésitez pas à le contacter. Et puis si on sait quoi faire dans ces cas-là, c'est important de lui passer la main, lui passer le message. Il y a une petite vidéo quand on est entouré de lacs, quand l'eau déborde sur nos plants. En fait, l'idéal, ce serait de pouvoir drainer, mais c'est toute une machine qu'il faut pouvoir mettre en marche et ça nécessite d'énormes fonds. Donc je pense qu'il y a une vidéo, est-ce que la réalisation peut nous faire écouter surtout ce qu'il dit? Le phénomène de la pourriture due à l'excès des pluies. Vous voyez bien la partie qui est à même le sol, qui baigne dans l'eau, l'humidité. Voilà, donc vous retrouverez en fait l'élément complet sur la page de C'est Comment. Mais à Raman Bidima, on dit courage et j'ai envie d'applaudir en fait son courage. Du courage.
qui répondent en fait à cet SOS. Voilà, on va rester dans la région de l'Ouest pour dire merci à Walter Bertrand et Dimitri Kuaté, nos correspondants à l'Ouest Cameroun, qui nous ont vraiment aidés avec les images dans cette émission du sinistre, mais également sur la chaîne, parce que c'est grâce à eux que nous avons toutes ces images que vous avez pu voir sur Bafoussam depuis plus d'une semaine. Merci sincèrement Walter Bertrand et Dimitri Kuaté. Donc il fait froid, on l'a compris, et tu as froid. Tu es prêt pour partir quand même? Non, je suis déjà prêt, je suis prêt. J'ai dit à Gabriel que bon, laisse pas un peu avant de revenir. Mais Viens avant que tu pars. Calagan. Quoi? Je viens avant qu'il parte. Il part pas, hein? Il part pas? Pourquoi tu penses qu'il partira? Non, il part aussi se reposer un peu là-bas. Non. Non, mais s'il est là, il bouge pas, hein. Il a dit qu'il pouvait plus bouger. Comme tu prends l'avion, il peut même marcher à pied. Tu vas passer par là-haut. Il y a le raccourci au manteau. Ah, ces garçons sont terribles. Attends, retourne, je traverse que dans l'eau, c'est facile. Mais... si on ne traversait pas la route, c'est que les gens sont même bien arrivés, même seulement à Madagascar. Alors, tu as dit bonsoir à Mandan Djawé? Mandan Djawé, c'est une ex. Quoi? Une ex, 2 semaines ensemble. Une ex, 2 semaines. Mais c'est juste que ce fond ne suffisait pas pour pouvoir prendre. Ah, collègue. Une ex. Il faut préciser. Collègue. Ah, c'est important, parce que les coups de poing peuvent pleuvoir sur toi à la fin ici. C'est pas Il faut parler. Alors, Amanda Djawé. Comment alors? Très bien. Ça fait un bail. Oui. On va tout. C'est vrai que les gens ne vieillissent pas. Ah. L'argent est bien. C'est le pauvre qui dit que la maison a dit chauffe. Quand je te regarde comme ça, je ne te mens pas. Ça dit que ta présence me trouble comme le ferait l'eau de chaud en présence de Non, Cabrel tout à l'heure a déjà commencé. Non, c'est bon. S'il te plaît. Mais la bonne offre dans ce sens ne nuit pas. Non. Tu as traversé la limite, la bonne. On est dans la famille, elle et moi. Voilà. Animatrice un jour, animatrice toujours, c'est l'interview pour Amanda Djawé. Et puis si tu réussis, je t'offre un magnifique petit bateau que je fais juste pour toi. Alors Amanda, tu vas faire comme si nous on n'était pas là. D'accord. Tu vas regarder cette caméra-là. Okay. Et naturellement, la réalisation va faire le reste. Okay. Et tu vas nous faire un peu de ce que tu sais faire depuis des années. Ok, très bien. Alors c'est parti, c'est quand tu veux. Alors on dit que